Donc on va démarrer. Je m'excuse bien sûr pour le retard. On a espéré que la synagogue se remplisse un peu plus. En tout cas, au Hachem, je vois qu'il y a un peu de monde en Zoom. Il faut s'habituer malheureusement aux conséquences du Covid, les bons et les mauvais côtés du Zoom. Les bons, c'est que ça permet à des personnes qui ne se seraient jamais déplacées de participer au shiur. Et le mauvais, c'est que les gens sont tentés de ne plus participer aux activités en présentiel. Mais je reste optimiste et j'espère que dans les semaines ou les mois à venir, on reprendra des habitudes un peu plus normales. On m'a demandé donc ce soir, et c'est un très grand plaisir que je le fais, d'introduire le Rav Eli Lemel. Toujours gêné de l'introduire. Ça a été mon maître. Et d'ailleurs, à une époque qui est à la fois pas si lointaine, mais en même temps, je pense que c'est une époque où on ne se posait pas nécessairement les mêmes questions qu'aujourd'hui. C'est tout le paradoxe, c'est la manière dont les choses se sont accélérées finalement en l'espace de quelques années, avec la manière dont nos outils de communication se sont perfectionnés. Je vous rassure que quand je travaillais avec le Rav Lemel, les téléphones portables existaient déjà. On avait passé l'ère des cabines téléphoniques. On n'était pas très loin, mais on avait quand même déjà des téléphones portables, mais peut-être pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces choses qui font que finalement, aujourd'hui, le danger, et ça a été très bien dit dans la fiche, dans le titre, le danger à portée de clic. Et pendant longtemps, je crois qu'on a eu tendance à considérer que ce problème, c'est peut-être un problème de religieux, que protéger justement ces outils de communication, c'était réservé à une certaine partie de la population qui voulait en faire un petit peu plus ou qui n'arrivait pas à vivre en phase avec la société ou qui n'était pas en mesure finalement de s'adapter aux défis de la société. Alors quand on préfère finalement choisir la voie de la facilité, on interdit. On censure, on va essayer de brider certains outils de communication. Et puis, il n'y a qu'à observer ce qui se passe finalement dans notre société en général. On voit que les demandes de filtres se font de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire que les sociétés aujourd'hui qui développent ce genre d'outils pour protéger nos moyens de communication, nos téléphones, nos ordinateurs, eh bien, elles ont dépassé de très très loin les frontières de la communauté. Aujourd'hui, il y a des questions de sécurité pour les entreprises, des questions de parents en tout genre qui cherchent à faire en sorte que leurs enfants ne tombent pas dans tous les problèmes qui peuvent se poser à travers de ce qu'Internet nous propose. Et c'est bien plus grave et bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer. En temps, on a pensé que ça se limitait à des problèmes de pornographie ou autre. C'est beaucoup plus vaste que ça. Ce sont des problèmes de violence. Et la violence, ce n'est pas toujours ce qu'on imagine. Parfois, une image, un phénomène qui peut vraiment nous marquer à vie, avoir des conséquences psychologiques qui sont très difficiles de se débarrasser. Donc, je suis vraiment ravi d'accueillir quelqu'un qui est un petit peu spécialiste de ces sujets pour nous parler de ça. Et alors, je ne vais pas refaire sa biographie, vous le connaissez tous, on n'a plus besoin de le présenter, le Rav Lemel, mais c'est pour moi en tout cas toujours un plaisir tout particulier de l'accueillir. Je le redis, je le redirai jusqu'à mon dernier jour. Je ne serai peut-être pas là où je suis aujourd'hui, je ne serai sans doute pas là où j'étais aujourd'hui si je n'avais pas eu la chance, il y a près d'une vingtaine d'années, un peu moins d'une vingtaine d'années, de croiser la route du Rav Eli Lemel. Merci beaucoup. Merci à toi, très gentil. Ils sont pas obligés de rester. Non, mais pas bon. C'est un travail. Je suis le premier à être intéressé par ce que tu dis. Parce que le rabbin a souvent beaucoup de choses à faire, même le soir. Erev Tov, merci d'être là, merci d'avoir fait acte de présence. Et donc, en effet, comme le Rav vient de dire, il va falloir du temps jusqu'à ce que les personnes mettent de côté les solutions de facilité, et on va en parler un petit peu ce soir, pour pouvoir redonner aux expériences qu'elles vivent un goût supplémentaire à travers l'effort que l'on a fait pour pouvoir y accéder. Et on va en effet en parler ce soir. Alors, bien sûr, lorsque l'on aborde la problématique donc, de la confrontation qu'on a aujourd'hui au phénomène d'Internet, comme c'était dit de manière très claire au tout début, si je n'étais dans une synagogue, j'aurais fait ce que j'ai l'habitude de faire souvent lorsque j'interviens sur ces sujets, j'aurais enlevé ma kippa. Alors, ça ne se fait pas quand même, on est dans une synagogue, donc je vais la garder, mais
Pourquoi? Parce que tout simplement, l'enjeu du sujet, ce n'est pas un enjeu religieux. C'est un enjeu de société, c'est une problématique de construction. Et pour cela, j'ai envie de prendre un ou deux exemples. Souvent, les parents, face à leurs enfants, leur demandent de se lever le matin. On a tous souvenir, en tant que parents, d'avoir, ou deux, il y en a qui le font encore aujourd'hui, dit à nos enfants, il faut se lever. Souvent, surtout dans un monde pratiquant, on va associer à il faut se lever parce qu'il faut aller à l'école, parce qu'il faut aller faire la défilade, il faut aller prier. Et c'est intéressant de voir que quand on construit cette association, eh bien pour l'enfant, au fond, la notion de se lever est liée à un autre impératif. Il faut se lever car, par ailleurs, il est important d'aller prier ou de faire ce qu'on doit faire à l'école. En vérité, l'enfant doit savoir que dans la vie, si on se lève, c'est parce qu'on doit se lever. Et surtout que quand on se lève, après on a un programme. Parce que fera-t-il le jour où en effet il n'y aura plus de programme qui créera chez nous une forme d'obligation? Ce n'est pas inintéressant de voir que le jour où l'enfant a décidé que les raisons pour lesquelles il fallait se lever n'ont plus d'importance pour lui, et bien dans ce cas-là, pourquoi le faire? Alors, au fond, c'est ce que j'appellerais l'univers dans lequel on crée l'exigence par rapport à soi-même. Et non moins parce qu'il y a un impératif extérieur qui nous oblige à. C'est la même chose d'ailleurs, même si ce n'est pas le sujet de ce soir, dans le rapport que l'on a, ce que l'on appelle aujourd'hui la tzniut, c'est-à-dire la relation. On va utiliser ce mot, même si ce n'est pas nécessairement la bonne traduction, l'univers de la pudeur. Ce n'est pas un problème de religion. C'est un problème d'exigence et de respect de soi. Et en même temps, il se trouve que la Torah nous parle de cette notion. Car même si nous, en effet, avons compris qu'elle en est à la racine, mais lorsqu'on le transmet, l'enfant va avoir tendance à connecter ce que l'on attend de lui aux raisons qu'on lui propose. Et si à ce moment-là, ces raisons ne font plus écho, alors le message n'a plus lieu d'être. Et il en sera de même, en effet, pour la relation que nous avons aujourd'hui au monde Internet. Il n'y a pas ici une dimension religieuse qui se doit d'intervenir. C'est quelque chose dont la Torah nous parle évidemment aussi. Mais il est important déjà que nous comprenions, nous, pour nous-mêmes, et que nous puissions faire passer le message au niveau de nos enfants, que ce n'est pas un problème de religion, c'est tout simplement comment allons-nous faire pour nous confronter à une réalité qui peut prendre à un moment le contrôle et la maîtrise de nos existences. Vous allez dire que j'exagère un petit peu, je ne pense pas, mais on va essayer de découvrir ensemble très rapidement aujourd'hui quelles sont les vraies difficultés que pose Internet. Quand je dis Internet, c'est un terme générique, c'est-à-dire le monde des nouvelles technologies, éventuellement quelques pistes pour savoir comment on peut essayer de repenser le rapport que l'on a à cet outil. On sait que nos maîtres nous enseignent que lorsque l'on se confrontera à un maître, eh bien, le verset nous dit tu devras aller vers le Shofet, vers le juge qui existera à ton époque. Traduction, ton époque va générer les maîtres et les enseignants dont elle a besoin. Et donc, il ne sert à rien de vouloir aller vers un maître ou vers un enseignement qui ne correspondrait pas à la réalité dans laquelle tu te trouves. J'ai envie d'utiliser cette notion-là pour nous dire que si aujourd'hui nous nous trouvons confrontés à cette réalité, c'est qu'on attend quelque chose de particulier de nous par rapport au projet divin. Et oui. C'est-à-dire que ce que l'on appelle
un immense Nisayon, quelque chose de colossal. Tversky Zecher Livracha, dans une de ses dernières interventions, expliquait la chose suivante. Il disait aujourd'hui, Internet, ce n'est pas le Yetzer Hara, c'est-à-dire le monde de nos pulsions. Il disait, si c'était ça, ce ne serait pas si grave. Il disait, Internet, et celui qui le dit n'est pas n'importe qui, Rav Tversky était une référence aux États-Unis, un psychiatre, qui est Rav, spécialiste des addictions. Rav Tversky, donc, a dit cette chose, et c'est assez bouleversant d'entendre de sa bouche. Il dit, Internet, aujourd'hui, c'est le Satan. C'est quoi le Satan? Alors, on n'est pas ici dans une dimension moyenâgeuse, religieuse, pas du tout. Il disait, le Satan, au fond, c'est quoi? C'est un malheur, c'est un ange. Et un homme ne peut pas se battre contre un ange. On peut se battre contre soi-même. Mais il y a quelque chose ici qui nous dépasse radicalement, mais auquel nous sommes confrontés. Et donc, évidemment, notre réflexion doit être totalement différente. La plupart du temps, les gens disent, mais au fond, c'est quoi le problème d'Internet? Au fond, c'est un outil intéressant qui peut vous permettre d'accéder à des dizaines, des centaines de milliers de choses, qui vous facilite l'accès à certains contenus toxiques, c'est vrai, mais au fond, après, si on décide qu'ils n'ont pas le droit de citer, ça va. Alors, ils n'ont peut-être pas tort, sauf s'ils oublient un des éléments majeurs d'Internet. Et celui-ci, je viens d'en faire l'expérience dans l'entrée de la synagogue, quelques minutes avant de commencer la conférence. Je me suis renseigné sur les horaires de la file de demain matin. J'ai appris que demain matin, il n'y avait pas le minyan que j'espérais avoir. Rachel. J'ai pris une idée pour un très tôt. Que vais-je faire? En 30 secondes. La possibilité, je n'ai pas finalisé parce que j'ai réalisé que la minyan n'apparaît quand j'arrive tôt. Donc, je vais quand même le prendre ce train. En sortant de ce sésame, en appuyant sur quelques touches, j'obtiens un nouveau billet, moyennant une légère augmentation. Pour aller plus loin. Quoi? On peut laisser la voiture quelques minutes. À quelle heure elle La notion pour accéder à quelque chose. La question, est-ce que tu peux sortir de la voiture quand elle est au Oui, oui. Vous avez raison. Dans l'absolu, ici, c'est génial. Moi, je vais un petit peu plus loin. Et je vais vous raconter une histoire personnelle. Soir, très tard, je décide aussi de prendre un billet d'avion, de train, que sais-je. Et évidemment, je fais ce qu'il faut pour. Et au moment où je vais sortir mon précieux sésame, que se passe-t-il? J'appuie sur les boutons et là, un bandeau rouge s'affiche. Le site est en maintenance, il faut revenir dans quelques minutes. Et là, je me vois taper du poing sur la table, pas trop fort parce qu'il est tard, et dire, possible, m'énerve. Oh, vraiment. J'ai une petite difficulté à gérer une frustration. Maintenant, l'exposer. Il y a quelques années, l'agence elle ferme à 19h. À 19h02, elle est fermée. Il faut y aller. Il faut attendre. Et si tu as appelé ton épouse pour lui demander si ça lui convient, tu sors et tu cherches une cabine téléphonique. Ça veut dire quoi? Que entre le moment où je désire obtenir quelque chose et le moment où je l'obtiens, il y a un facteur temps qui s'est passé. Et ce facteur temps me permet de réaliser au fond dans ce que j'appellerais ma réalité qui deviendra structurelle, que le rapport entre le désir et la réalisation de celui-ci n'est pas dans l'immédiateté. Le bénéfice que j'ai aujourd'hui, évidemment, pour pouvoir échanger mon billet de train, il est réel. Seulement, qu'est-ce qui va se jouer derrière? Et surtout, si j'ai grandi dans ce monde, c'est que le rapport qui existe entre mon désir et la réalisation de celui-ci est quelque chose qui ne doit plus s'inscrire dans le
temps et la notion d'effort pour pouvoir obtenir est réduite de plus en plus. On mange quoi ce soir? Des sushis. Et toi quoi? Et toi quoi? Quelques clics, on est tranquille chez soi, un livreur arrive, extraordinaire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas un problème. La difficulté, c'est quoi? Et je vous prie d'excuser de prendre cet exemple, que vous allez entendre au premier et au second degré en même temps. Ça ne va vraiment pas avec ma femme ou avec mon mari. Je me lève et je pars. Et ce sont des réalités très concrètes auxquelles nous sommes confrontés. Et ça va plus loin. Je me sens pas super bien en forme. Pourquoi il y a une explosion aujourd'hui de ce que l'on appelle l'univers du shit, de ces drogues douces, qui créent un état de mieux-être, artificiel peut-être, mais bien concret. Parce que tout simplement supporter ces moments dans lesquels on n'est pas au mieux de sa forme, et savoir que le temps va jouer son rôle, qu'il va y avoir un travail intérieur à faire, ce n'est pas que l'on ne veut pas, on ne sait pas. On en appelle l'expérience. Ce sont des choses que l'on n'a jamais vues. Et c'est quelque chose de très intéressant qui se passe sur le terrain. Parce qu'au fond, ce genre de substances, comme on les appelle aujourd'hui, était présente il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. La légalisation, la banalisation, c'est le fruit d'une demande et d'un besoin lié au fait que nous sommes une génération qui avons un mal fou à gérer le temps nécessaire et les efforts à faire pour pouvoir, à un moment, avoir la réponse que nous désirons par rapport à nos désirs. Et c'est là peut-être le premier point sur lequel nous allons devoir réfléchir. Comment faire pour que cette réalité qui est présente, elle est là, on ne va pas négocier, elle est là, point barre. Elle est là, elle s'est inscrite dans notre vie, elle est dans notre société, on passe par elle. Il y en a ici un effet bénéfique, mais premier effet pervers, gestion de la frustration, relation. Deuxième problématique, je crois que c'est le Stapler qui disait un jour que comment se dit qu'aujourd'hui on retrouve de plus en plus de personnes qui sont dans ce que j'appellerais des phénomènes dépressifs. Je ne parle pas de la dépression au sens psychiatrique du terme, où là en effet il y a ce qu'on appelle des terrains dépressifs, où il y a vraiment des traitements à voir. Mais ces multiplicités de mal-être, la France est quand même championne d'Europe de la consommation de Prozac et autres petites pilules du même genre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on a cette émergence? Alors, le Stapler disait, au fond, il y a 50 ans, 60 ans, on n'avait pas le temps de s'apitoyer sur soi-même. On n'avait pas le temps de surdimensionner certaines choses, qu'il y avait une réalité concrète qui nous habitait. On n'était pas les pauvres du bouton. Un bouton pour le lave-vaisselle, on en a un. Pour le lave-linge, c'est génial. C'est marqué nulle part qu'il faut rester dans la préhistoire de la même manière que la périgorane est autorisée. La Torah ne nous dit pas reste dans la souffrance. C'est un problème. Seulement, disait-il, aujourd'hui on a le temps, on peut de surdimensionner. Je ne vais pas rentrer dans ce thème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on a du temps. C'est-à-dire que Internet nous a créé des espaces de temps, mais nous ne savons pas comment combler ces espaces. Et Internet nous propose comment combler ces espaces-temps qu'il a créés. C'est-à-dire que pour pouvoir aujourd'hui même gérer sa maison à distance avec ton portable, tu peux lancer une machine. C'est génial. Donc tu disposes de plus de temps
tu vas l'utiliser à quoi? Et c'est la même question que je me permets de poser aux parents. Vous dites que vos enfants sont sur WhatsApp, non, ça c'est pas les enfants, sur Snapchat, sur TikTok. Génial. Plus de 4 heures par jour en moyenne. 4 heures, c'est minimum syndical. Génial. Et Lionel, il arrive, j'ai la solution. D'un seul coup, ils sont désintoxiqués. On se prosterne devant le gros. On paye un peu quand même. Et après, on est super embêté. Qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants pendant ces 4 heures dans lesquelles ils ne sont plus sur leurs écrans? On se dit quand même à l'image du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. C'était quand même pas mal en Égypte. C'était quand même pas mal à cette époque dans laquelle, eh bien, nous n'étions pas obligés de prendre du temps pour nous investir par rapport à nos enfants, être à leur côté, partager, échanger, rire, jouer, exprimer. Et ça, c'est quelque chose quand même qui m'interroge. Sommes-nous prêts à prendre le risque de faire en telle sorte que les écrans ne les intéressent plus? Qu'avons-nous à leur proposer? Sommes-nous prêts, nous, à faire cet effort? Et donc, je vois quelque chose. En point d'entrée, nous avons vu que le point numéro 1, et à mon sens, c'est le problème. Je dis, il y a quelque chose comme ça très prégnant là-dedans. Pour moi, c'est aujourd'hui, je ressens dans tellement de domaines, difficulté dans la gestion de la frustration, une relation au temps qui n'est plus du tout organisée, et en même temps, incapacité de savoir prendre le temps de s'investir et d'accepter qu'une réalité ne sera pas comme on veut, c'est-à-dire automatique. C'est très difficile, avec des incidences très concrètes. Ce temps et cette rapidité à obtenir, ces effets pervers, ça peut être la drogue et d'autres choses, clairement, on ne supporte plus de ne pas avoir le résultat attendu immédiatement. On ne supporte plus. Un outil incontournable qui nous donne la possibilité de gagner du temps dans une société dans laquelle on ne nous a pas dit à quoi utiliser le temps. Plus que cela, dans des familles dans lesquelles, si l'enfant dispose de temps, on sera peut-être les premiers embêtés pour savoir qu'est-ce que nous allons faire maintenant avec ces enfants. Et donc, c'est la raison pour laquelle on prend le problème d'envers. De quoi un enfant a besoin? Un enfant a besoin de contact et de lien. Et la chonra de libre. Les yeux sont reliés au cœur. Un enfant, ce qui le nourrit, c'est une présence, c'est un échange, c'est une parole, c'est un lien physique. Nos enfants aujourd'hui n'ont pas moins besoin que ce que nous avions besoin d'eux comme nous étions enfants. Seulement, ils ont trouvé une forme de compensation, mais qui ne les nourrit pas et ne leur apporte pas des vitamines psychiques qui leur permettront par la suite de se construire de manière sereine. Ah, vous allez dire, mais pourtant, j'ai l'argent Internet, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Je veux dire, c'est comme les parents qui frappent et qui disent, regardez le gosse qui sort, c'est pas mal. Mais si tu n'avais pas frappé, ça aurait peut-être quand même différent. Ça veut dire que, évidemment, mais regardez, dans la Silicon Valley, vous le savez maintenant, les concepteurs n'ont pas de tablette chez eux. Leurs enfants n'ont pas accès. Et ce sont des réalités concrètes. Ils en connaissent les effets pervers parce qu'ils les construisent eux-mêmes. Leurs propres enfants n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment ce qui peut se jouer. Alors, peut-être que le premier axe de réflexion qui serait nécessaire à avoir, c'est de se dire, mais au fond, ce qui construit l'individu, c'est la capacité qu'il a de faire des choix. Un choix s'organise
entre deux propositions. La question est de savoir qu'est-ce qu'on a proposé en face. Est-ce qu'on est prêt à le proposer? Est-ce qu'on est prêt à un moment à s'investir pour que nos enfants puissent éventuellement découvrir le bonheur d'avoir des parents qui sont avec eux, et qui fera que la dimension attractive des écrans, même si elle est toujours présente, aura face à elle un vrai adversaire. Le premier adversaire d'Internet, non pas dans les principes d'interdire, mais dans la problématique du choix, c'est nous. C'est comme quand vous êtes parti au restaurant la première fois avec votre fiancé, et le ou. D'accord? Il y avait un choix. Se focaliser sur son plat, fort bon, ou se focaliser sur son futur conjoint. De manière générale, c'est le conjoint qui gagne. Le plat, il est banal. Il ne représente rien. C'est la définition de la nourriture du Khadoni, c'est une chose qu'une fois que tu l'as mangé, tu n'as plus faim. Pourtant, je pourrais m'intéresser, mais ça peut être intéressant. Et c'est quelque chose, qui est non pas une chose, mais quelqu'un en face de moi, qui fait que, même si la réalité d'en face reste attractive, il y a quelque chose vers lequel j'ai beaucoup plus envie d'aller. Ne soyons pas dans le déni de la réalité puissamment attractive d'Internet, même dans des univers qui ne sont pas toxiques. C'est-à-dire qui ne sont ni réseaux sociaux, ni pornographie, ni violence. Il y a plein de choses passionnantes. Un enfant peut décider, je ne serai sur des écrans que pour apprendre plein de choses et voir plein de trucs intéressants et voir même plein de cours de Torah, même du Rav Lener. Je lui dirais, tu as raison, c'est sympa. Mais qu'est-ce que tu as en face comme proposition? Suis-je le parent pauvre de tes choix parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative? Choisir entre l'ennui et le mouvement, on sait ce qu'on va tous choisir. Au fond, le premier travail, j'ai l'impression aujourd'hui, au niveau du monde adulte, face à l'univers des enfants et des jeunes, c'est de savoir à quoi nous sommes prêts, nous, à renoncer pour pouvoir être une vraie alternative par rapport aux enfants. Et c'est intéressant parce que je parle de parents, je parle aussi de mouvement de jeunesse. Je ne parle pas nécessairement des parents, le père et la mère physiologique. Le parent en tant qu'adulte qui est en face et qui est intéressant, qui a des choses avec lesquelles on peut se construire, qui a des choses à nous faire découvrir, qui a des choses à nous faire partager. Vous connaissez sûrement ce livre, le petit livre, l'ouvrage de Guillaume Delerme. Je crois que c'est de lui d'ailleurs. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. C'est un ouvrage sympathique qui décrit de manière très, très fraîche, eh bien, tous ces plaisirs simples, mais que l'on pourrait apprendre à découvrir si on sait se focaliser sur eux, qui peuvent nous nourrir réellement. Je crois qu'il y a là, en premier lieu, une réflexion par rapport à nous, les adultes. On ne peut pas être ici dans ce que j'appellerais, même si c'est un peu osé, être Tovel de Sheretz Beyado, se tremper au muvet pour se rendre pur et garder en main l'élément qui nous rend impurs. On ne peut pas d'un côté être dans une attente, alors que l'élément qui permettrait éventuellement aux enfants de se poser la question du choix n'est pas présent ou ne veut pas être sujet de choix. Et ça, c'est bien. Sur cela, c'est à chacun de réfléchir par rapport à lui-même. Je vais vous dire, c'est comme dans un cocktail, quand vous avez quelqu'un d'intéressant qui arrive, il y a ceux qui en effet considèrent que les choux à la crème sont bien plus importants que créer un échange avec quelqu'un d'intéressant. Et d'autres qui disent, oui, j'aime beaucoup les choux à la crème, j'adore. Mais ce que j'ai en face,
plus passionnant. Donc, je renonce à quelque chose qui est attractif, parce qu'il y a en face de moi véritablement quelque chose vers lequel j'ai envie d'aller, parce qu'il va m'apporter ce dont j'ai réellement besoin par rapport à moi-même. Ça, c'est, j'ai envie de dire, Homer le Marchava, c'est-à-dire un matériau que je vous propose de développer chacune et chacun d'entre vous, là où vous êtes. Homer le Marchava, c'est-à-dire à partir de là, à vous de savoir ce que vous allez faire avec ces éléments de réflexion qui demandent évidemment pour nos parents un sacré travail parce qu'il va falloir réapprendre à s'investir. Mais, vous savez, c'est comme un petit peu la relation aux limites qui fait que j'ai un peu de se battre quand même. En bataille, c'est pas bagarre, hein, c'est un effort. Souvent, on préfère dire allez, c'est bon, ça va, ça va. Vaut mieux ne pas dormir pendant une dizaine d'années pour bien dormir tout le reste de sa vie. Quand on s'est battu avec ses enfants, sans bien sûr vraiment péjoratif du terme. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'envie, ça fait du temps, de l'énergie. Et là, sortir, jouer, rigoler, gérer, etc. Et dire non, et accepter, qui se bat, je ne suis pas d'accord, etc. Normal. Mais une fois que ce travail a été fait, on dort bien le reste de sa vie parce qu'on sait que les enfants sont construits à la maison. C'est la même chose. Est-ce qu'on est prêt à faire un acte de renoncement en tant qu'adulte pour ne pas utiliser nos énergies pour être dans la gestion des situations que nous aurons inconsciemment, sans nous en rendre pardonnez-moi créer, à travers un non-investissement à l'instant T. Et c'est dommage, parce que le temps, tu seras obligé d'utiliser pour récupérer. Mais il ne faudra que récupérer, mais les bleus à l'âme, les bleus émotionnels seront bien présents et cela vont donner à disparaître. Ça, c'est déjà, je pense, un premier point. À partir de cela, évidemment, la question est de savoir comment amener l'enfant à organiser ses choix par rapport à cet univers qui est terriblement attractif. Quand je parle à des adolescents, eh bien, une des premières choses que je leur dis dans ce type de thème, c'est que j'ai plein. Et je les admire. Je les plains parce qu'ils sont confrontés à des choses incroyablement difficiles. Vous connaissez sûrement l'histoire de ce rabbin chassidique, grande pélote, redingote, pantalon golf, Streimel, enfin la totale, qui un beau jour va voir son chômage, enfin celui qui est assez connu, dit « Je vais aller au théâtre ». Il demande s'il n'a pas abusé un peu sur le schnapps. Et non, la bouteille est intacte. Il dit, c'est un théâtre. Il dit, oh, je n'ai pas aller au théâtre. Il essaie de réinsister. Elle va aller au théâtre. Bon, alors, pas le choix. Mais il explique quand même que, je m'appelle le théâtre en tant que rabbi chassidique, c'est. Non, il comprend que peut-être il va trop se repérer. Alors, vas-y que je le cherche. Une petite soupe pas trop grande, que je te roule bien là, je mets des peu en dessous, que j'achète un costume normal. Voilà. On trouve. Une demi-heure après, tout est là. Une demi-heure après, tout est présent, vous avez un petit rabbi beau gosse qui s'apprête à aller au théâtre. Il arrive au théâtre. Et quand il arrive au théâtre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la séance a commencé. On ne peut plus rentrer dans le théâtre. Ça, c'est au fond la situation que nous avions nous quand nous étions adolescents, quand nous étions jeunes. Les propositions toxiques étaient là, mais la possibilité de répondre présent était plus difficilement abordable, à l'image de ce rabbi. Aujourd'hui, on a tout dans la poche. Et donc, c'est une facilité folle. Et je crois que nos adolescents et nos jeunes, face à cet enjeu d'Internet, ont besoin de nous entendre, nous, adultes, leur exprimer ces notions-là. Ça ne doit pas être simple pour vous de vous confronter
à tout ce qu'Internet peut vous proposer. Ça ne doit sûrement pas être simple pour vous de savoir comment vous allez, et ce mot est fondamental à mon sens, vous positionner. Je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de leur apprendre à élaborer leur propre choix. Pour pouvoir élaborer leur choix, on a vu qu'il fallait qu'il y ait aussi des parents qui soient une alternative. Mais face aux écrans qui vont rester quand même, la question est de savoir et de m'interroger. Et est-ce que cette interrogation, on l'a nous aussi? C'est quoi? C'est tout simplement de se dire, mais au fond, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'y vais? Vous savez que certains ont l'habitude, avant de faire des mitzvot, de dire un texte. Le Noda Yehuda en parle, il n'est peut-être pas totalement d'accord avec ça. Et ce texte, c'est le Shem Yichud Kutcha B'Bichou Shrimte Midochinu Rechimu Indoni Mouchan, etc. Alors là, c'est un texte kabbalistique que j'aurais difficile à traduire. Mais dans ce texte, on se dit à soi-même, me voici prêt, me préparant à aller maintenant accomplir la mitzvah de prier Shacharit, de prendre le lulav. D'accord? On s'entend dire à soi-même ce que l'on s'apprête à faire. C'est intéressant quand même. Et je compte, je vais le faire. Alors ce texte est là pour nous rappeler ce que l'on va faire, pour s'entendre dire, et évidemment, entre autres, au-delà de cette dimension kabbalistique qui me dépasse, c'est aussi prendre la mesure de ce que je suis en train de faire. Moi, je me propose, pour moi, de faire la même chose quand j'ai envie d'aller faire quelque chose qui n'est peut-être pas très correct, sans être un interdit majeur. Le Shem Yichud Kutcha B'Bichou, je vais m'installer et je vais lire Pif Magazine. Je ne sais pas si ça existe encore. Et je vais m'entendre dire, tiens, et je vais dire, au fond, pourquoi je le lis? En français, on appelle ça une analyse de pratique. Pourquoi vous avez décidé d'être informaticien? Au fond, pourquoi? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce qui est à la racine de votre choix? C'est intéressant de s'interroger aussi par soi-même. Au fond, pourquoi j'ai décidé ça? Cette notion-là, il serait intéressant peut-être de la faire pénétrer. Et comment on la fait pénétrer? À travers le fait que nous-mêmes, nous serons capables de le formuler par rapport à nous. Et à partir de cela, de se dire, mais au fond, pourquoi j'ai décidé d'aller me fâcher contre ma femme, contre ma mari ou contre mes enfants? Pourquoi j'ai décidé de ne pas vouloir aller à la synagogue ce matin? Et sûrement, il y a peut-être des raisons très bonnes. Il y a peut-être des raisons bonnes, intéressantes et légitimes. Apprendre à s'interroger sur le pour quoi, en deux mots. Pour quelle raison j'ai décidé d'aller sur WhatsApp tout à l'heure? Pour quelle raison j'ai décidé de regarder telle micro-vidéo? Vous allez dire, mais le mail, vous planez, vous ne savez pas ce qui se passe. Bien sûr que je sais ce qui se passe. Évidemment que je sais ce qui se passe. Et peut-être un peu plus que ce que vous imaginez. Et on n'est pas ici dans la baguette magique. On est ici peut-être dans la nécessité d'être dans cette forme d'utopie un petit peu folle qui est d'imaginer que l'on peut tenter d'instiller un nouveau modèle de réflexion qui permettra peut-être à nous et aux jeunes de construire une relation nouvelle avec ces outils, d'être dans une interrogation par rapport à soi, de s'interroger soi-même. Et c'est vrai que quand on le fait, vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'est passionnant parce qu'on se dit, mais au fond, c'est vrai, pourquoi, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui me manque? Et quand vous interrogez, non pas de manière inquisitrice, je ne sais pas si c'est comme ça, ou comme un inquisiteur, ça, je suis sûr que c'est vrai, un enfant, un jeune, et que vous dites, mais au fond, mais pourquoi tu as décidé de faire ça? Vous savez qu'une des choses qui revient le plus souvent, j'avais pas d'autre chose à faire.
L'ennui. L'ennui. Parce que où sont les autres propositions? Et donc, solution de facilité. Parce que si vous commencez à démonter la chose, il est bien conscient qu'au fond, ça ne lui apporte rien et qu'il n'y a rien véritablement de plus qui s'est passé pour lui. Il le sait au plus profond de lui-même. Et il a envie, d'ailleurs, je pense, un certain désespoir. Parce qu'au fond, où est l'alternative? C'est la raison pour laquelle on lui proposera quelque chose qui est porteur de sens. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui fait sens, c'est l'univers des extrêmes. Il aura tellement envie d'y aller. Pourquoi? Parce que là, il y a une alternative, il y a quelque chose de nourrissant. Il y a quelque chose vers lequel on a envie d'aller. Cette idée du questionnement que l'on va avoir vis-à-vis de soi est quelque chose qui va tout changer, je pense, dans des univers familiaux. Parce que, à ce moment-là, même si le désir et la pulsion seront toujours présents pour pouvoir aller voir des choses pas nécessairement toxiques, l'idée de s'interroger nous amène à faire le constat beaucoup plus rapidement de la vacuité de la chose et donc au bout d'un moment d'avoir envie de la mettre de côté. C'est un état d'esprit. Aujourd'hui, je constate d'une manière très intéressante, c'est que même dans des conférences, soit les personnes vont dire non, le mail, non, ça ne m'intéresse pas. Alors, ça ne me dérange pas. Mais je leur dis, mais au fond, pourquoi? Parce qu'ils disent non, mais vous êtes trop dans la théorie. Concrètement, on fait quoi? On veut une solution tout de suite. J'ai dit, c'est bon, ça, vous êtes faussé dans le club. Les thérapies, brèves de préférence, rapides, avec 14 témoignages qui nous disent qu'en l'espace de 5 séances, tout allait bien. Le Thermomix, c'est génial. J'ai rien contre le Thermomix, mais c'est pas grave. Mais c'est génial. Donc, tu n'as qu'à mettre ton truc dedans et ça se fait tout seul. Tu as du temps. Génial, j'ai du temps. Je vais pouvoir prendre mon objet et faire des choses. Ça te manquait. Tu en avais besoin. Si tu n'en avais pas besoin, pourquoi tu y as été? Si tu as besoin de voir un film pour te détendre, why not? Après, certains diront même pas en rêve. Certains diront why not? Et de quel côté je me situe, j'en sais rien. Mais c'est une réponse à un besoin de te vider la tête, de te détendre. Dans All for the Boss, le patron avant tout, Javier Coelho-Sellerman un jour a envoyé sa femme au cinéma. Et elle est arrivée là-bas, elle s'est installée dans la salle. Il faisait sombre, frais, elle vous a fait une sieste de 2 heures, une top sieste. Et quand son mari a pu rentrer de cette manière, il a dit, je crois que je vais dormir au cinéma régulièrement, parce que au moins tu vas te reposer. Il dit, c'est le livre. Intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Et je peux chercher tout simplement un moment off. Pourquoi pas? À aucun, l'idée de prendre du temps pour se sentir bien, ce n'est pas du Beatlesman. Ce n'est pas perdre son temps. Se promener dehors et voir le paysage, s'en nourrir et se sentir mieux à l'intérieur de soi, participe de la construction de l'être. On peut apprendre même si on n'est pas avec le nez dans un livre. Et on peut parfois avoir le nez dans le livre et ne pas apprendre. Après, chacun suivant ce qu'il est. Là-dessus, il n'y a pas le bien, le moins bien, non. On est là dans une classification des genres. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être de créer cette dimension
d'abord par rapport à nous-mêmes. Et non point juste dans l'enjeu de l'exemplarité. On en parle évidemment. Ce qui est sûr, c'est que si on est avec nos enfants dans la série « Et arrête de t'énerver !» Tu fais quoi, toi? Si on est avec eux, avec sans arrêt nos portables, et que, évidemment, mais ça c'est tellement évident que je besoin de le dire, ça va, de courant. Non. Par contre, il y a ce qu'ils respirent. Et ce qu'ils respirent, c'est nos mouvements. Dans l'univers des thérapies systémiques, on l'explique bien, mais c'est une vision totalement torale des choses, que chaque mouvement que vous opérez à l'intérieur d'un système impacte le système. J'adore raconter cette histoire qui m'est arrivée il y a des années. Quand j'étais voir un de mes maîtres, et je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit « Rav, un problème, c'est qu'un de nos garçons a un vrai problème avec les limites. » Il me regarde, il me dit « Dis-moi, Elie, et toi, t'en es où dans le rapport aux limites ?» Je suis désolé, j'ai dit « Merci beaucoup, je suis reparti. » C'est bon, j'avais entendu. Et quand on me dit limite, c'est pas nécessairement que tu manges 3 kilos de chocolat. Non, non. Tes limites, que tu allais peut-être mettre à limite, que tu étudies trop, j'en sais rien. Dans le rapport aux limites. Le rapport aux limites, c'est pas nécessairement dans des univers toxiques interdits. Il m'a amené à repenser à ça. Et j'en ai vu les conséquences. C'est que brusquement, la notion de limite se réinscrivait dans l'histoire familiale de manière plus visible, perceptible au niveau du ressenti, et ça devient un facilitateur de mouvement chez l'enfant qui est à l'intérieur du système. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas dans l'immédiateté, mais comme on l'a vu, l'enjeu d'Internet, c'est quoi? C'est le désir de l'immédiateté. Il y a des choses qui vont s'installer. Et évidemment, ça prend du temps, mais au bout d'un moment, ce sont des choses qui vont faire partie des modèles familiaux et dont on espère qu'ils vont avoir un retentissement qui iront au-delà même du modèle et de la structure microscopique pour s'inscrire dans quelque chose de plus macroscopique. Maintenant, évidemment, se pose quand même la question ultra concrète de la gestion de crise. Ceux qui m'ont demandé d'intervenir ce soir m'ont quand même dit il faut parler des filtres. Là, on en parle, évidemment. Il nous est tous arrivé un jour d'avoir un enfant qui renaclait un petit peu à faire ses devoirs ou à apprendre ses Michenettes par cœur, que sais-je. Et puis, il existe un système que j'appelle aide à la décision. L'aide à la décision, c'est le fait qu'il sache que si à un moment il apprend, qu'on le veuille ou pas, il en retirera un bénéfice collatéral qui peut être une glace à la fraise ou au chocolat suivant. Je ne le dis pas en amont, mais il le sait en aval. Traduction, je ne dis pas si tu apprends, tu auras. Et je peux dire, je comprends que c'est un effort, et c'est vrai qu'après l'effort, dans le réconfort, d'accord? C'est-à-dire que le fait de savoir qu'à un moment, il va y avoir quelque chose d'intéressant peut m'aider à passer à l'acte, même si je suis convaincu que cet acte est important, mais je suis un Ben Adam, je suis un être humain normal. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va devoir utiliser pour aider, parce que tout simplement, le choix est difficile. Et je crois que le premier filtre que l'on peut installer sur un ordinateur, c'est celui que l'on place sur son propre ordinateur et sur son propre téléphone à soi en tant qu'adulte. Clairement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas négociable. Je l'ai sur cet appareil. C'est un code que j'ignore complètement, qui fait que de temps en temps, même si c'est des articles de Contras, je ne peux pas les lire, mais ce n'est pas grave, je vous rassure, tout va bien. Je peux avoir la météo si j'en ai besoin, enfin, tous les services classiques sont accessibles. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est des Bnei Adam. Il faut être capable, nous aussi, de se construire un univers dans lequel les limites sont visibles. Parce que si je dis c'est bon, ça va, je me connais, alors il faut me dire aussi, je me connais, je peux me faire confiance. Et ça, c'est important. C'est vraiment important. Et ça, c'est ultra concret. La deuxième chose, c'est de faire en telle sorte que
tout ce qui a trait à l'univers, et là je m'arrête plus particulièrement sur le monde des portables, ne s'inscrivent pas dans la dimension du... Je ne sais pas comment le dire véritablement, donc je vais donner l'exemple. En 2 mots, ton portable doit pouvoir être donné à ta femme, à tes enfants, à ton mari, à tes enfants, à tout le monde, à ton voisin, à n'importe quel moment. Excuse-moi, là, tu rentres dans un chiot. Ouais. Je suis désolé, mais j'aurais besoin d'un portable. J'ai dit, eh bien, tu peux me le prêter pendant le chiot? Avec plaisir. Sans enfermer. Avec plaisir. Avec plaisir. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, parce que si tu es ministre de la Défense, tu peux comprendre qu'il y a peut-être des choses. Cette notion dans laquelle les codes ne sont là que parce que c'est nécessaire, mais tout le monde les connaît. Mes codes, j'appelle mes enfants quand je les oublie parce que c'est eux qui les connaissent. Et ils savent qu'ils n'iront pas regarder dans mes mails, dans d'autres choses, parce que papa reçoit des mails et des questions et des gens qui m'écrivent, et évidemment, parce que ça fait partie d'une manière de vivre. Mais c'est tout. Est-ce que quand j'écris, je me mets comme ça, ou alors c'est ouvert? Pourquoi? Parce que ce monde de la nouvelle technologie, à travers ces outils-là, nous devons montrer, à travers nos attitudes, que nous n'en faisons pas un lieu privé. C'est un outil, point barre. C'est comme un Kenwood. Ça sert à certaines choses. Tout le monde y a accès. Parfois, les femmes n'ont pas avec leur mari plus accès au Kenwood, mais c'est un autre problème. C'est-à-dire, tout le monde y a accès. Tout le monde y a accès. Tout le monde y a accès. Il faut que dans les familles, pourquoi? Pour que tout simplement l'idée que papa et maman puissent voir ce qui se passe chez toi, chez moi, c'est normal. Non, je suis désolé. Pourquoi? Qui t'a dit que je vais regarder? Pourquoi ça t'inquiète tellement? Le plus tôt on va le faire, le mieux on se portera. Et je vois que pour beaucoup de personnes, c'est très compliqué. C'est un objet privé. Pourquoi? C'est vrai que dans l'absolu, on pourrait l'imaginer, mais s'il devient l'objet privé de l'enfant, qui est censé être un peu moins mature que toi, on en connaît les difficultés. Ça va être quelque chose. De la même manière, l'univers des filtres, on ne va pas dire à nos enfants qu'on veut mettre des filtres sur leur ordinateur. On va d'abord commencer à les mettre chez soi. Clairement. Et on va dire pourquoi. Tu dis parce qu'il y a plein de choses, j'ai pas envie un jour d'y être confronté. Or, comme je sais que tout peut arriver avec les pop-up, les trucs, les machins, etc., je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé, comme me saute à la figure, des images, des trucs, des machins qui ne m'intéressent pas. N'utilise pas le mot assourd. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Qui m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et comme ça ne m'intéresse pas, j'ai décidé d'utiliser un filtre qui permet à ce que toutes les choses qui ne m'intéressent pas et qui sont nulles, qui ne font pas partie de mon monde, eh bien, j'ai le plus de chance, ou le moins de chance, comme vous voulez, de ne jamais les voir. Le plus de chance de ne jamais les voir. Vous organisez la phrase comme vous voulez. Et ça va déjà rentrer un concept, un état d'esprit, tout ce qu'il faut. Dernier point avant de passer aux questions. Aujourd'hui, ça serait un sujet en tant que tel, la grande difficulté qu'on a, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, parce que tout simplement, celui qui n'est pas in est out. Et donc, on a ici le phénomène de groupe. De la même manière qu'on sait que dans l'éducation, dans la famille, il faut qu'il y ait ce que j'appellerais une solidarité familiale. Et la première solidarité familiale, c'est la solidarité du couple. Et que l'enfant sente que le couple est solidaire sur ses choix. De la même manière, il faudrait, je ne sais pas comment, construire un système dans lequel il y ait une solidarité des mondes adultes. Et cette solidarité, c'est quoi? C'est que les enfants sachent qu'à partir de maintenant, eh bien, il y a des cadres. Et les cadres, c'est au moins la relation au temps. Si en effet l'enfant est seul, à être limité dans ses possibilités d'accéder, ne serait-ce qu'au niveau du temps, sur WhatsApp ou d'autres choses, il se sentira mal par rapport au groupe. Or, nous connaissons la puissance du groupe,
Et au-delà de la puissance du groupe, le Rambam dit bien derrière que la nature profonde de l'être, c'est d'être attiré par l'univers dans lequel il se trouve. Nous voyons déjà que dans le monde adulte, combien d'adultes sacrifient leur identité sur l'autel de la pression sociale. C'est tellement fréquent. Ils sont adultes. Alors, de manière plus talmudique, Calva Homer a fortiori pour l'enfant. Et ça, s'il n'y a pas ici une forme de prise de conscience de l'univers adulte, pas dans sa globalité, on n'y arrivera jamais parce que les parents qui veulent se débarrasser des enfants en les laissant dans une illusion de culture supplémentaire sur les réseaux ou ailleurs, ne pourraient rien faire contre eux. Et que ça devienne in, et que ça devienne normal, non pas dans un désir de restriction, mais au contraire, nous, on fait partie de ceux qui, nous, c'est nous qui en effet faisons partie de ce monde qui a décidé qu'à un moment, 1 heure par jour, c'est amplement suffisant. Forme de gava, d'orgueil. Ah, t'es encore sur TikTok, toi? Ah, t'es encore là-dessus? Oh. Quelque part, créer une forme de snobisme. Par le fait que nous, on n'est pas sur ces choses-là. On est au-dessus. Certains éducateurs me diront c'est peut-être pas une super méthode. Je leur dirai vous avez sans doute pas tort. Mais je pense au Chafetz Chaim, qui disait qu'il y a des moments quand l'incendie est dans la maison, on saute par la fenêtre et on n'attend pas de descendre les escaliers pour ouvrir la porte. C'est vrai. Ce modèle-là n'est pas le meilleur, loin s'en faut. Mais là, on est face à une situation dans laquelle, qu'on le veuille ou pas, la maison brûle. Et dans ce cas-là, tu t'embarrasses pas de détails, il faut sortir. Et si c'est en jouant sur cela qu'on peut l'obtenir, qu'on l'obtiendra, on aura toujours le temps de faire un travail dans un second temps. Je suis peut-être dans une forme d'utopie. Vous savez, le cas d'Israël, c'est une immense utopie. Si on réfléchissait logiquement, on n'y arriverait pas. C'est comme ça seulement qu'on peut construire. J'ai l'impression que ce sont des axes que l'on peut mettre en place, non point dans l'interdit, non point dans le ça ne se fait pas, non point dans le assour et le motard, non point dans tous ces systèmes qui font qu'on se retrouve après en mode échec. Apprendre à s'interroger sur le pourquoi. L'enfant, vous l'avez attrapé. Il était en train de voir de la pornographie ou d'autre chose. Pas la peine de dire c'est pas bien, il est au courant. La preuve, c'est qu'il s'est caché. Ne dites jamais à un enfant ce qu'il sait déjà. J'adore les gens qui disent oh, c'est très grave ce que tu as fait. Oui, merci, je suis au courant. Oui, c'est intéressant, mais peut-être que tu prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que tu es venu chercher là-bas? Pour quelle raison tu as eu envie d'y aller? Est-ce que c'est tout simplement tes hormones? Je ne vais pas le dire comme ça, évidemment. Et ça peut être très intéressant parce que l'amener à s'interroger. Qu'est-ce que tu cherchais? C'est comme quand un couple se dispute. Pourquoi tu as besoin de te mettre en colère? Quelle était la chose que tu avais besoin de me dire que tu ne pouvais pas dire avec des mots? Il y a une raison. Alors parfois, c'est du craquage technique, on est fatigué, on est épuisé et on est un être humain. Ce que j'appellerais les colères physiologiques. Mais il y avait une raison. Et soi-même, c'est intéressant de s'interroger et d'amener cette interrogation. Alors, je n'ai pas épuisé le sujet, loin s'en faut, mais je vais quand même conclure ici parce que j'ai une détestable habitude, c'est de limiter l'intervention à 1 heure. On va passer, si vous le voulez bien, à vos questions. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie juste de rajouter un point, mais qui est un point d'éducation classique, mais à ne pas oublier dans ce domaine. J'aime beaucoup donner cet exemple, que je ne ferai pas ici techniquement parce que sinon on n'entendra plus au micro, mais l'histoire elle est comme ça. Quand vous voyez un adulte, imaginez que là je fasse quelques pas, d'accord? Je me mets ici sur la gauche, je marche, je fais 3-4 pas, et que je vous demande de réagir. Il y a de fortes chances que vous ne réagissiez pas, pourquoi? Parce que vous m'avez vu faire 4 pas.
Mais je vais vous dire, mais c'est curieux parce que quand j'avais 13, 14 ou 15 mois, quand j'ai fait la même chose, il y avait une bande d'adultes autour de moi qui m'ont dit « Bravo, oui, c'est super ». Et la réponse, vous me la demandez, c'est évident, parce que tu étais débutant dans ce domaine et ça te demandait un effort. Rappelez-vous que lorsqu'un enfant arrive à faire quelque chose dans ce domaine, un adulte, votre conjoint, arrive à ne pas répondre, même s'il a encore regardé le numéro, c'est déjà une étape, au lieu de dire « Ah, enfin », soyons capables de dire à l'autre que la cavale. Pourquoi? Parce que comme le disait ce maître, on est face au Satan. Le combat est colossal. Et on se surprend soi-même être pris par cela. Apprenez à valoriser des efforts qui, dans l'absolu, devraient être évidents, mais qui, dans la réalité du terrain, demandent véritablement un choix, une détermination, une volonté. Ah, pour vous, c'est facile, Mazel Tov. Ça me fait vraiment plaisir. Et c'est comme vendredi soir à table, les femmes n'ont aucun problème à engager une conversation avec les salades intactes devant elles. Regardez d'ailleurs dans des repas de mariage ce qui se passe sur les tables des dames et des messieurs. Chez les messieurs, on parle, mais d'abord, on finit les salades. Chez les femmes, on parle, et après, on débarrasse les salades qui sont restées intactes. Pourquoi? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que pour moi c'est facile que pour toi ça doit l'être. Et ça, c'est un principe de pédagogie globale, mais qu'il faut aussi beaucoup adapter à cette réalité-là. Ce sont des combats qui ne sont pas simples. Il y a une force d'attraction qui est colossale. On est en train de changer de paradigme. On peut, je pense, encore faire un travail. Et ce travail doit être passionnant parce qu'il va nous obliger, nous, à être dans une interrogation par rapport à notre propre choix, par rapport aux relations que l'on a aux choses. Ce qui est sûr, c'est que ça prendra du temps. Le résultat immédiat ne sera pas visible. De manière ultra concrète, ce que l'on peut faire, c'est poser des cadres et dire aux enfants, il est là. D'abord, l'ordinateur est devant tout le monde. Deuxièmement, il n'y a pas de secret, c'est-à-dire il n'y a pas de code que personne ne connaît. Troisièmement, il y a un temps limité. C'est-à-dire, on lui dit quel est le moment dans lequel tu veux disposer de ton outil pour pouvoir voir ou faire ce que tu désires faire. Ce que j'appellerais un choix fermé. Tu préfères entre 18h et 19h, 19h, 20h, 20h, 21h, 22h, 23h, et à ce moment-là, il y a des techniques. Soit pour les prendre dans sa chambre, c'est très simple, on les récupère. Ou alors bloquer tous les réseaux avec cette difficulté que parfois ils peuvent aller capter notre Wi-Fi, ça c'est un deuxième problème. Et ça peut être déjà dès le début très simple. Ça va générer des réactions, je peux vous le garantir. Et vous allez dire à l'enfant cette phrase qu'on doit toujours leur dire, j'ai l'impression, d'après toi, quel est mon intérêt? Au fond, si je te laisse, tu seras content. Si tu es content, ça se passe bien. Quel est mon intérêt? Mon intérêt, c'est toi et tu le sais. C'est qu'au fond, je n'ai pas envie qu'un jour tu me dises, papa, pourquoi tu m'as laissé faire? Je n'ai pas envie de me retrouver un jour face à un enfant qui va me dire, pourquoi tu ne nous as pas dit? Moi, j'ai la responsabilité de dire. Et ici aussi, d'une certaine manière d'agir dans ce type de cadre. Voilà quelques pistes de réflexion que je voulais vous proposer par rapport à cette thématique. Je vous remercie de votre écoute et on va prendre exactement 20 minutes pour vos questions qui peuvent arriver soit par Zoom, soit en direct dans la salle. N'hésitez pas, allez-y, c'est à vous. Là, je peux juste vous poser une question. Vous avez parlé de la posture des parents, du travail des adultes, de les faire face à leurs enfants. Je ne sais pas que c'est un travail presque colossal dans le sens où il faut être un éducateur, un moniteur, il faut donner du sens à tout ce qu'on fait. Est-ce que face à un youtubeur, est-ce que vraiment on fait le poids, en fait, nous en tant que parents, par rapport à tout ce qu'on doit engager dans ce travail d'adulte que vous avez souligné? Il y a un passage dans la Torah qui dit la chose suivante.
Asiti Korolachat Silitali. À un moment, Saoudet Hachem m'a dit, moi j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Suite, Hashki Famimon que Tchechamina Shaman Mubarer. Regarde de là-haut, il est dit. Il y a l'ingrédient, fier. Nous, on va faire ce qu'on peut. Et après, on prie. Et je crois que là-dessus, logiquement parlant, ça ne peut pas marcher. Mais ça va marcher. Dans la logique, comme vous le dites, on est là. Ce que je fais, ce que je peux faire, je le fais. Et j'avance. Et après, on voit comment les choses s'ouvrent. Et sur cela, parfois, il faudra 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis à un moment, il y a des switches qui vont se passer. Il y a une chose qui nous est demandée, et qui est une des choses les plus complexes, surtout dans le domaine de l'éducation, c'est de faire preuve de constance. Être constant dans ses efforts en tant que parent. C'est pour ça ne pas en prendre trop sur la tête, mais être dans la constance. Et après, plein de trucs techniques pour comment on peut faire, comment on s'organise. Je vais vous dire, voilà, dans mon économie familiale, quel est le temps dont je dispose pour pouvoir faire des choses qui me correspondent, dans lesquelles les enfants n'ont pas l'impression que je joue un rôle, et dans lesquelles je vais mettre ce que je peux mettre. Et voilà. Et après, c'est sûr. Et, voilà. Et déjà une chose, c'est au moins du temps qualitatif. Je crois que c'est Bergson qui parlait du temps quantitatif et qualitatif. On va s'arrêter sur le qualitatif. C'est-à-dire quand on est là, on est là. D'ailleurs, il y a des gestes très signifiants que je vous propose de faire, qui sont... Alors, un de nos garçons qui est au Canada a raconté qu'à un moment qu'il était là-bas, il était toujours d'ailleurs, il m'a dit, mais quand il était encore célibataire, il aurait aimé d'être avec des amis, de sortir, d'aller au restaurant. Et un jour, il a pensé un truc, il leur a dit, écoutez, c'est très simple. Le premier qui répond portable, il paye la note. Il m'a dit, c'était radical. Ça veut dire qu'on peut faire des actes signifiants. On rentre, par exemple, surtout si vous êtes des jeunes enfants, qu'ils vous voient clairement prendre votre portable, le fermer et le jeter dans une boîte qui est réservée à ça. Quand je dis le jeter, vous n'allez pas le casser, vous allez dire ouf. Vous attendez un appel pour une signature de contrat, vous pouvez me dire ce soir, je ne vais pas l'éteindre parce que j'ai un appel, je ne sais pas quand il va venir, il faudra que je le prenne. Donc vous les avertissez qu'il faudra. Mais sinon, voilà. Même si on dit qu'on en a besoin d'un pour qu'on nous appelle et qu'il n'y a pas de ligne fixe, alors c'est le portable de maman ou de X qui reste ouvert au cas. Et on doit être capable d'avoir dit non, je ne vais pas répondre maintenant. D'accord? Ça, c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui, au bout d'un moment, installent des choses dans l'esprit de l'enfant. Voilà. Autre question? Il y a des questions par écrit qui sont arrivées? Il y a des questions liées au filtre technique. Il y a des questions techniques. D'accord. J'ai une question par rapport à l'âge. Parce que tu viens de poser l'importance de l'excitant. Est-ce qu'on a encore cette entre guillemets sur l'enfant, premièrement, et de l'autre côté, un plus jeune enfant, est-ce qu'on va déjà lui donner en main un portable? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, quand l'enfant demande un portable, j'ai dit tout à l'heure, la problématique numéro 1, c'est le groupe. Parce que sinon, si ce n'était pas le groupe, il vous demande un portable. Vous pouvez dire avec plaisir. Avec plaisir, mais pourquoi? C'est-à-dire, moi je veux bien. Et c'est là où il va falloir qu'il vous explique pourquoi. Il va dire, non mais, alors s'il dit tout le monde en a, c'est là où c'est plus compliqué. Si on n'est pas là-dedans, on va dire, je ne sais pas, il est difficile de vous expliquer pourquoi. Non, mais comme ça, si j'arrive en retard, c'est pas grave. Non, mais si tu as besoin que je te fasse des commissions, tu peux m'appeler. C'est pas grave, je te donnerai une liste. Mais si quelqu'un m'embête, parce que tout le monde sait que quand quelqu'un t'embête, tu dis bouge pas un instant, j'appelle ma mère, c'est ça. Non, mais après à la maison, mais avec plaisir à la maison, mon portable est là, tu peux l'utiliser comme tu veux. Ah, vous avez un groupe WhatsApp pour les copains, il n'y a pas de problème, tu mets sur mon portable, tu peux aller. Et tu vas voir, pourquoi je vois après, il y a des choses que je n'ai pas le droit de voir, qui ne sont pas bien. Non. Donc,
Je ne sais pas que j'ai aucune raison de le voir. Et si toi, ça t'embête, ça veut dire qu'il y a des choses problématiques. Là, par contre, alors là, je te laisserai sur mon WhatsApp problématique. Vous comprenez? Je pense que comme ça, quand ils sont relativement jeunes, on peut faire. Après, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'on leur a donné les bases pour savoir comment on se confronte à un objet. C'est un petit peu ce qu'on essaie de voir ensemble ici. Il y a des enfants qui sont complètement dans l'addiction. Pas dans la définition psychiatrique de l'addiction, parce que c'est un peu plus complexe, mais disons que on sait qu'un ado, parfois sans son portable, il se sent complètement perdu. Et c'est dommage parce qu'ils n'arrivent pas à prendre le temps pour penser par eux-mêmes, pour réfléchir par eux-mêmes, pour élaborer par eux-mêmes. C'est tout le problème aussi de l'engagement. Hein. Aujourd'hui, les jeunes ne sont plus capables de vous dire s'ils vont à une soirée, parce qu'ils vont décider à la dernière minute, ils vous enverront un petit SMS. Ou même s'ils ont décidé, ils vont vous envoyer un petit SMS quand ils peuvent pas venir. Aujourd'hui, c'est incroyable de voir comment se construisent le monde des ruptures amoureuses par message. Tu n'as pas le courage de me regarder dans les yeux et de me dire « je suis désolé, je ne veux plus avec toi ». Ça s'arrête. Alors là, le tirot de sa réponse est « non, je ne veux pas, ça lui faire trop de peine ». En français, j'appelle ça courage fuyant. Oui. Donc ça, c'est ça, s'habituer à ne pas échanger dans la famille avec des WhatsApp ou des messages autant que faire se peut. Privilégier la parole et encore mieux le regard. Ou alors les petits mots qu'on donne, d'accord? Ou alors on fait une examen après. Je n'ai pas eu le temps ce matin de te dire ce que tu devais faire, c'est la raison pour laquelle, voilà. Pas juste ramène-moi, pour pas que ça devienne un autre modèle de communication. C'est quand on n'a pas réussi à communiquer comme il se doit, alors on utilise ce système pour pouvoir envoyer un message à l'autre. C'est tout bête. C'est ce genre de choses qui crée une forme d'état d'esprit légèrement différent. Parce qu'à la base, ce n'est pas ça que je voulais. Maintenant, il y a une réalité qui fait que, donc c'est la raison pour laquelle. Ne le faites pas systématiquement, mais que ça fasse partie des choses qu'ils entendent. Autre question? On a une question ici. À partir d'un certain âge où on n'a plus de contrôle sur les enfants, ils peuvent s'acheter eux-mêmes leur téléphone. Comment faire pour limiter si bien sûr on a déjà mis le filtre sur nos propres téléphones? Alors, à partir d'un certain âge, comment est-ce qu'on fait? C'est savoir si est-ce qu'à la maison on sait parler les uns avec les autres. Et si on sait à un moment exprimer son point de vue. Je crois que la table de Shabbat, c'est un moment dans lequel on n'est pas là juste pour dire des livrets Torah. La table de Shabbat, c'est un lieu dans lequel on partage nos réflexions, nos visions du monde sur énormément de sujets, non pas de manière moralisatrice. Et je crois que la meilleure manière, c'est de discuter comme on discuterait avec des amis. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comment tu comprends le phénomène TikTok? Qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, je me sentirais très gêné de m'exhiber sur Instagram et qu'aujourd'hui, ça ne gêne plus personne? Comment est-ce qu'on fait si on est influenceur et qu'il y a moins de personnes qui nous applaudissent? Moi, c'est des vraies questions que j'ai. C'est des questions. Pourquoi moi, je n'arrive pas à danser la samba sur Instagram? Il n'y a aucun problème. Je suis un vieux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui fait qu'il y a des choses que je ne peux pas? Et c'est intéressant parce que ça m'intéresse. Et comment l'autre il arrive? Moi, je suis impressionné. Comment? À exhiber, à raconter ta vie, à rentrer avec la peine. Moi, ça me dérangerait de montrer des photos de vacances à tout le monde. Et comment ça se fait qu'il y en a? Non seulement ça ne dérange pas, mais c'est très important. Pour raconter ce qu'ils ont mangé ce matin au petit déjeuner. Comment tu comprends le fait que moi, c'est un ami qui est dans un univers un petit peu plus artistique et qui était abonné, je ne sais pas trop quoi, à une très très grande star, et il me dit, regarde ici, il y a, je sais pas, 100 000, 500 000, 1 million, je ne sais plus, enfin un chiffre colossal de likes, d'accord? Devant quoi? Ah, je dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a montré? L'assiette de hors d'œuvre qu'il allait manger au restaurant. Et là, j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis dit, au fond, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
On a tous besoin de se sentir proche des gens importants et célèbres. Alors, c'est une manière d'avoir l'impression qu'on est dans une relation avec cette personne parce qu'on lui a dit « bravo, j'aime ce que tu manges ». Et que l'autre, il m'a dit « tu peux pénétrer dans l'univers de mon assiette ». En français, on dit « c'est pitoyable ». C'est pitoyable. Pitoyable. Mais on ne va pas le leur dire parce qu'ils entendront là-dedans un jugement tel. Comment tu comprends? Et eux, ça va, c'est pas grave. Non, ça va, c'est pas grave. Au fond, et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une forme de libre circulation de la parole sur ce type de sujet. Je pense que la table de Shabbat, c'est un excellent moment dans lequel on n'est pas moralisateur, mais vraiment, c'est-à-dire se donner des vraies questions, des choses qui nous agitent, dans lesquelles, moi, à la limite, je suis intéressé que tu me donnes une explication parce que ça m'intéresse. S'il y a des choses que je ne comprends pas ou je ne sais pas, ou j'arrive pas à capter. Et à partir de là, on peut à un moment partager ce que nous pensons, ce que nous ressentons par rapport à un phénomène. Et éventuellement amener un regard Torah, non pas un regard religieux, un regard Torah. Comment la Torah appréhende, c'est-à-dire comment notre référence voit-elle cela? Par exemple, par rapport à l'image, Uritem otam usrartem, vous les verrez, vous vous rappellerez. Intéressant de voir que la Torah, elle connecte le regard au souvenir. On va avancer, pour les thèmes et pour les verrez, vous rappellera des mitzvot parce que le nombre de films, tout ce qu'il y a, toute la symbolique. Mais dans une seconde lecture, tu vois, tu te rappelles. Est-ce que j'ai envie d'avoir dans le cerveau des images? Est-ce que ça m'intéresse? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent une place et le reset est difficile à faire. Et je n'ai pas de cloud, moi, pour les envoyer là-haut et m'en débarrasser. Et on sait ce que c'est les images traumatiques qui restent et qui ont un impact. En psy, on appelle ça les images sidérantes. L'image sidérante, c'est comme les 15 premières secondes devant la violence, la pornographie, ce genre de choses. La personne, elle est là. Et puis, à un moment, elle est prise par le truc, c'est fichu. C'est fou. Ça, si on n'évacue pas tout de suite, on est pris par. J'en pense que ceux qui sont confrontés à des contenus toxiques sont tous des gens mauvais. Non, moi, j'en connais un certain nombre. On a dû demander un peu d'aide, qui sont des gens géniaux, extraordinaires, et qui, à un moment, se sont pris les pieds dans le tapis et qui ne savent même pas comment faire pour s'en sortir. Je ne suis jamais dans un jugement de valeur. Jamais. Jamais. Parce qu'on ne connaît pas la puissance de la chose. C'est pour ça que nous, adultes, c'est évidemment d'être dans cette vigilance par rapport à nous. Je fais confiance quand même aussi aux jeunes, à un moment d'apprendre peut-être à s'autoréguler. J'ai ce fol espoir, surtout s'ils ont en face des alternatives. Autre question, et on a terminé. Il y a encore 2 questions. L'enfant doit-il accepter que le parent passe plus de temps sur son téléphone que lui? Alors, si c'est une question que madame demande pour que monsieur écoute la réponse, je ne donnerai pas la réponse. D'accord? Parce que je ne vais pas servir de bâton. Maintenant, évidemment, vous connaissez la réponse. C'est ma femme. Non, c'est madame. Évidemment. J'ai raconté une histoire vraie que m'a raconté un arabe. L'histoire est authentique. Un jour, il reçoit l'appel d'une dame. Je lui dis, écoutez, voilà, j'ai un vrai problème, mon mari, etc. Et elle décrit vraiment mari. Quand il est là, il n'est pas vraiment là. Et qui sans arrêt, il investit sur d'autres choses. Enfin, il lui répond vraiment. Il va faire, madame, écoutez, donnez-moi le coordonnées de votre mari. C'est pas correct. Il faut vraiment qu'il apprenne comment il faut se comporter dans un couple. Et à ce moment-là, il entend une voix bien connue qui lui dit, bonsoir chérie. C'est son épouse, qui venait de lui décrire à voix haute ce qu'il était, mais en masquant sa voix. D'accord? Donc, évidemment que la réponse est évidente. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, pourquoi l'autre n'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi sa difficulté? Parfois, vous savez, vous avez des personnes qui ont des mentalités Saint-Bernard, qui pensent qu'ils doivent être les sauveurs de l'humanité, et donc il faut être en temps et en heure répondre. Il y a des personnes que l'on culpabilise facilement. Moi, j'ai eu des cas comme ça, j'adore. Écoutez, ça sera de votre faute.
Ça sera de votre faute si un juif se marie, ça sera de votre faute parce que vous n'avez pas voulu. Je suis désolé. Je suis désolé. La culpabilisation, et j'ai eu ça l'autre jour, extraordinaire. Quelqu'un m'envoie un message, malheureusement il a vécu une chose un peu difficile, quelques temps par avant, il disait voilà, je me sens pas bien, je peux vous parler. Je dis, vous pouvez m'appeler à 10 ans, il me dit, je ne suis pas disponible. Je dis, c'est à partir de midi, mais moi je suis plus sûr d'être disponible. Il appelle à midi, je ne suis pas disponible. Et il m'envoie 4 messages de suite. Et là, j'étais en réunion dans laquelle, là, je suis en réunion avec d'autres personnes et on n'est pas dans une urgence vitale. Très bien. 2 heures passent, je reçois un message audio d'insulte incroyable, dans laquelle c'est ça, c'est vous les rabbins, machin. Au début, je me suis dit, est-ce que je lui envoie un petit message en disant dommage que je ne sois pas psychiatre, parce que si j'avais été psychiatre, je vous aurais fixé rendez-vous dans 3 semaines, vous m'y aurez dit merci beaucoup et vous m'aurez même payé. Je ne l'ai pas dit. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si quelqu'un réagit comme ça, c'est qu'il ne va pas bien. Donc je me suis excusé platement. Parce que, qu'est-ce qu'il va faire? Quand quelqu'un fonctionne de cette manière, c'est qu'il souffre, il ne va pas bien, parce que c'est tellement illogique qu'il ne peut rien entendre. D'accord? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si votre conjoint n'arrive pas à s'en débarrasser, qu'est-ce qui se passe? Moi, je serais très pour d'aller chez son conjoint et dire je vois que pour toi, c'est très difficile. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que je peux t'aider? C'est-à-dire, je considère que tu es autant victime de toi-même que moi de ta posture. Comment je peux t'aider? Parce que je ne pense pas que c'est ce que tu veux toi aussi réellement. Ça s'appelle des ouvertures. D'accord? Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la solidarité du couple fait que si on a des choses à se dire, c'est entre adultes, entre présence des enfants. Il y avait une deuxième question. Ouais, même une autre qui s'est ajoutée. Comment pensez-vous que l'école doit gérer les portables? Les interdire. Point barre. C'est non négociable. Point barre. Et moi, je serais pour que les écoles investissent dans des petites pochettes personnalisées, Avraham, Yitzhak, Rachel, Léa, qui sont là, dans lesquelles tu arrives, qu'on achète, sans faire nécessairement de bénéfice, dans lequel les portables sont rangés avec le nom. On arrive, c'est ma pochette, elle est là, il y a un placard, c'est dedans, et jusqu'au soir, on n'y a pas accès, c'est tout. Et à mon sens, alors, au niveau légal, est-ce qu'on peut, j'en sais rien. Mais, et ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un règlement intérieur, je pense qu'on peut faire un règlement intérieur, les portables se font déposer le matin, un enfant qui aurait truc, etc., doit savoir que la conséquence, ce n'est pas la confiscation du portable. Non, on ne peut pas confisquer. Tu le gardes, tu as 2 heures de colle. C'est pas pire que si tu as craché par terre ou tu as fait autre chose. À un moment, on a le droit de décider qu'un comportement est toxique. Et il est toxique potentiellement parce que sur son portable, il y a des chances qu'il y ait des images qui vont montrer à tout le monde, comme on le voit. Est-ce qu'un enfant pourrait rentrer à l'école un magazine dans lequel, oui, il y a quelques articles de culture générale, mais après, il y a des articles et des photos un peu borderline? Tu veux le lire, il n'y a pas de problème, il est dérangé, tu le récupères ce soir. Ah, mais moi, je veux regarder que les articles de culture générale. Super, j'en sais rien. Et si tous les autres, et que tu appelles les autres pour les voir, qui est responsable? C'est moi le père. Non, c'est moi le directeur ou la directrice. C'est-à-dire, il est où le problème? Vous ne leur faites pas confiance. Je dis, si j'en fais confiance à eux, je ne vais pas leur dire, c'est rare. Je vais vous dire pourquoi je le peut-être pas dans la même dimension, mais voilà. À ce niveau-là, pour moi, il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que c'est l'idée que dans un cadre, il y a des règles. C'est tout. Dans un cadre, il y a des règles. Les gens ils disent, oui, mais dans telle école, si tu as la télé, si ça, ceci, cela, si on veut. Maintenant, quand tu feras ton école, tu feras ton règlement. Si tu trouves que c'est honteux, tu as peut-être raison, c'est peut-être nul, c'est pas ta place. On est là, c'est comme si quelqu'un demain rentrait dans une société et s'insurgeait contre les règles de la société. Mais cher monsieur, mais je comprends parfaitement que nos règles vous déplaisent. La porte est là. Personne ne vous oblige à rester. Personne. Car tu viens chez moi et tu dis, mes règles, j'en veux pas.
mes règles, je les garde. Si elles ne te plaisent pas, elles sont peut-être objectivement nulles, l'expression d'un esprit rétrograde, fermé, angoissé, tout. Tu peux mettre tous les adjectifs. Alors, je te déconseille de le fréquenter. Est-ce que ça marche aussi pour un rabbin dans un synode? D'interdire le portable fidèle? Non, de dire à quelqu'un, ici il y a des règles, et si elles ne te plaisent pas, c'est pas vrai. Se le dire comme ça, souvent les gens à qui on le dit n'apprécient pas ce modèle, mais sur le principe. À un moment, quand on incarne quelque chose, aujourd'hui on est malheureusement dans ce monde dans lequel on est obligé de tout justifier, de tout expliquer, et dans lequel les personnes ont besoin à un moment de se sentir exister de par l'opposition qu'elles auront avec le système. C'est la manière la plus économique d'exister sans exister jamais. Je m'oppose, donc j'existe. Existe, sans avoir besoin de t'opposer. Ça, c'est un problème de pédagogie. Je pense qu'on peut construire ça dans des communautés quand on met en exergue les capacités des gens et on leur demande de les mettre au service de la communauté. On induit chez eux la chose. Mais bon, c'est un sacré travail. C'est sûr. Oui. Oui, encore bon, prochain, je voudrais ajouter une question. Quand on travaille à la maison, comment fait-on pour gérer les écrans avec les enfants, ordi ou téléphone professionnel? Tout simplement, c'est un outil de travail. Donc, c'est mon outil de travail. Et après, de nouveau, je crois que c'est la même chose, c'est les cadres. C'est-à-dire, à un moment, est-ce que vous avez besoin de l'ordinateur aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Combien de temps vous pensez en avoir besoin? 3 quarts d'heure? Avec plaisir. Voilà, il est là, allez-y. Genre, je vous fais confiance. Et comme en plus tout le monde peut y accéder, donc j'ai pas de problème. T'en as besoin pour faire un jeu? Ok. Il voit le jeu, tu t'assois à côté de lui et tu regardes. Aujourd'hui, évidemment, ça serait d'autres questions. C'est qu'actuellement, il y a des jeux qui sortent qui créent des sacrés dégâts. Sacrés dégâts parce qu'il y en a un, je ne me rappelle plus de son nom, dans lequel on apprend à l'enfant à ne plus croire en rien. C'est Crime, un truc, je ne me rappelle plus, et j'ai été confronté. Vous avez des enfants qui aujourd'hui ont tout mis de côté au niveau de leur judaïsme. Ils sont totalement, complètement perturbés parce qu'ils sont rentrés dans le jeu et pour eux, plus personne ne peut être cru. Et c'est été construit de manière remarquable. C'est remarquable. Donc, il y a des jeux sur lesquels il vaut mieux qu'il n'ait pas accès, clairement. Et ça, il faut se renseigner. Moi, je ne pourrais pas vous en parler de trop parce que ce n'est pas ma spécialité. Et surtout, on n'a plus d'enfants qui sont dans cet univers. Enfin, ils n'ont pas été parce qu'ils ont grandi à l'époque où ce n'était pas encore très présent. Donc, je ne peux pas. Et sur ça, faites attention. Sur le reste, demande combien de temps tu peux utiliser l'outil. C'est un outil, tu peux en avoir besoin. C'est comme prête-moi la voiture. Oui, combien de temps? 1 heure. Oui. Vous avez dit avec les jeux vidéo. Parce que je remarque que les problématiques qui émergent ces derniers temps, c'est justement l'addiction avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui sont faits en réseau. Et les jeunes sont dans une classe. Ils peuvent passer des heures et des heures à jouer avec les jeux vidéo, des jeux qui sont faits pour avoir des profils. C'est des jeux qui peuvent. Et du réseau, ça ne s'arrête pas. Ça arrête bien. Comment est-ce qu'on peut justement remédier? Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'ils aiment ça? J'ai l'impression parce que le jeu vidéo remplace la posture du parent. Parce que le jeu vidéo, il a des règles et tu ne peux pas négocier. Il y a toujours les codes trichés. Oui, mais déjà, je pense que le jeu vidéo, au moins, il est intéressant parce que, officiellement, en tout cas, tu as des règles. Et les règles, tu as perdu la partie, quoi. Tu ne peux rien faire, tu peux y t'empêter, il ne se passera rien. Sur cela, aujourd'hui, les personnes qui travaillent sur les addictions dans les jeux vidéo, il y a entre autres, je crois qu'il s'appelle Benjamin Stora, qui ont mis en place des méthodes très intéressantes. Et ces méthodes, c'est vraiment rentrer avec les jeunes dans le jeu. Et à ce moment-là, déconstruire le système. Mais il y a des personnes qui travaillent sur ça. Stora est un des premiers qui a travaillé là-dessus, et ça donne de bons résultats. Et ça, c'est quand on est en addiction, mais on peut le faire. Tiens, mais explique-moi exactement. Et au fur et à mesure, on en fait parler, c'est-à-dire dès le moment où on fait parler le jeu vidéo, donc on l'extrait un petit peu de sa réalité et on lui donne une dimension autre. Et ça, c'est le début d'un micro-sevrage. Mais oui,
C'est pour ça que ça, c'est dès le début, il faut prendre. Tu joues avec plaisir. Combien de temps? Tu ne dis pas combien de temps tu joues déjà, combien de temps tu vas jouer. Et dire non, 1 heure, c'est 1 heure. Tu la mets quand tu veux, ce ne sera pas plus. Et sur ça, on ne négocie rien. Je plains les parents. Je vous plains. Vraiment. Oui. Je lui ai donné une horaire et il a dépassé l'horaire. Donc, il a fini de travailler. Je le laisse parce que c'est le jour du travail ou c'est la matinée. Alors, au niveau, normalement, tout dépend. Vous avez une technique pour apprendre aux enfants à travailler, c'est de leur fixer des limites. C'est un truc que je propose même par rapport à soi si on le fait, c'est génial. Dire voilà, je me donne 1 heure pour faire ce problème de maths, et même si je n'ai pas terminé, ce n'est pas grave, je le rends. Et vous allez réaliser au bout de 2-3 fois que vous arrivez à baisser vos temps de manière significative. Ce n'est pas inintéressant. C'est d'apprendre d'être dans la concentration et le rythme. Donc, vous pourriez éventuellement utiliser ça pour dire ah, mais on avait 1 heure, voilà, ça fait 1h10, on va arrêter. Et je ferai une nouvelle, c'est pas grave. Moi, je serais pour, mais ça, après, c'est moi personnellement, je pense que. D'accord. Sinon, dire c'est un peu embêtant. D'après toi, tu as besoin de combien de temps? Toujours combien? Je fais un choix. Je dis les choses. C'est ça qui est important. Tu vas avoir besoin, d'après toi, de combien de temps? Non, j'ai besoin que tu évalues. Plus ou moins, 1/4 d'heure, 20 minutes? Ok, donc encore 1/4 d'heure. Pour redire les choses, les signifier. C'est ça qui installe des modèles à l'intérieur de l'enfant. Bonjour Rav, est-ce bien ou non d'avoir Internet à la maison ou pas au final? Est-ce que vous pouvez vous en passer? Si la personne peut s'en passer, en Israël, ils arrivent à le faire. Et je trouve que c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a des cafés Internet dans lesquels vous pouvez aller vous poser pour pouvoir vraiment utiliser Internet par rapport à vos besoins. Si on n'en a pas besoin, ça ne sert à rien d'avoir, dans l'absolu. La plupart du temps, les gens n'ont pas besoin d'avoir leur mail en temps réel et de savoir tous les quarts d'heure quelle va être la météo du surlendemain. Donc, il faut se poser, se dire de quoi j'ai besoin. Et à ce moment-là, en Israël, ils ont ce système qui est génial, dans lequel on va consulter la personne vient pendant 1 heure, ils viennent et que ce soit la sécurité sociale, le truc, le machin, etc. Donc, à ce niveau-là, évidemment, il faut se poser la question. Moi, aujourd'hui, mon portable sur lequel, évidemment, il y a un filtre, etc., il me sert à quoi? Éventuellement acheter des billets de train, à commander un Uber, à voir mes mails. Ça s'arrête là. Et de temps à autre, je regarde le Figaro pour voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, parce que comme je n'ai pas de radio, je n'ai pas de TV, je me dis de toute façon, c'est la guerre mondiale, je serai au courant même sans ça. De temps à autre, tu vois des trucs, c'est le point. Et sans être un tzaddik, c'est pas du tout. Non, j'ai besoin de quoi? Qu'est-ce que c'est comme application? Mais je ne sais pas. C'est-à-dire, j'ai un truc pour prendre en photo la comptabilité, pour mettre les feuilles de notes de la structure de l'élève, machin, d'accord? Voilà, c'est un outil. On m'a demandé, tu prends photo, donc je prends photo. G7, Uber, Cityscoot, donc les trucs de déplacement, mail. Ah oui, le truc qui est bien, Oubler de Rabaderer. C'est vrai que ça, c'est bien. J'utilise de moins en moins. Et le truc qui permet de. Et après, la possibilité de voir MySmiley, éventuellement. Après, le reste, ça sert à quoi? Posons-nous la question en termes de besoin. Et comme ce n'est pas là, mais là, tu ne vas pas parce que tu n'en as pas besoin. Et ça, je pense, c'est aussi quelque chose sur lequel on s'interroge soi-même. De quoi j'ai besoin? Une dernière question, et puis après, on arrête. Comment ouvrir nos appareils à nos enfants qui peuvent effacer les données, casser, etc. Comment, pardon? Comment ouvrir nos appareils à nos enfants qui peuvent effacer des données, casser, je ne sais pas quoi. Un enfant petit, vous n'allez pas lui donner vos appareils. Ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, ça ne doit pas être un doudou. C'est tout. Et ne soyez pas angoissés, aujourd'hui, tout est sur le cloud. Et au pire, s'il a
S'il l'a cassé, ben, comme par là. Comme on dit chez nous en Alsace. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre accueil. Et Laïla Tov à tous ceux qui sont derrière leur zone. Juste 5 minutes, j'aimerais juste. J'aimerais juste parler un peu de notre association. Tout d'abord, j'aimerais remercier Laura Vlemel d'avoir fait le déplacement et nous faire cette super conférence, super intéressante. Merci au Rav Ray et merci à la com, à Rambam de nous avoir permis d'organiser tout ça. Juste pour vous expliquer brièvement ce que c'est l'association Ezra, on est là depuis plusieurs années maintenant, Baruch Hashem, et notre but c'est d'informer, de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes sur les dangers d'Internet, sur voilà, comment se prémunir face à ça, comment adapter son quotidien. Et aussi, alors, il y a plusieurs filtres qui existent. Aujourd'hui, ceux avec lesquels on va travailler, on va diriger les gens, c'est le filtre NetSpark. C'est un des filtres qui est, on va dire, plus performant. Et ça, c'est un filtre qui est payant avec une licence annuelle. Et donc, voilà, il y a aussi une partie de notre association qui est là pour aider ceux qui ne peuvent pas se permettre financièrement de financer entièrement un filtre, parce que plus un téléphone, plus un ordinateur et toutes ces choses-là. Alors, pour les étudiants ou autres, des fois, c'est compliqué. Donc, on est là aussi pour aider. Alors, du coup, nous, on travaille beaucoup avec l'association TAG, qui, eux, vont bénévolement installer les filtres NetSpark, assurer le suivi et tout ce qui est besoin voilà, le suivi, tout ça. Donc voilà. Pour tous ceux qui souhaitent plus d'informations, parce que sur le Zoom, il y a eu des questions techniques. J'imagine que aussi, peut-être ici, il y a des gens qui ont des questions plus techniques sur le filtre. Est-ce que je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et toutes ces choses-là. Vous pouvez nous contacter via le mail de l'association, associationezra@gmail.com, ou par téléphone au 06 67 43 12 73, c'est le mien. Donc, on sera un plaisir de répondre à vos questions, de vous rediriger vers les gens de taille qui sont peut-être plus compétents sur s'il y a des questions qui sont assez précises. Donc voilà, il y a aussi, on pourra, si vous voulez, on a une vidéo d'un des responsables de TAG France qui explique pendant une demi-heure exactement toutes les possibilités, comment ça marche le filtre. Donc aussi pour les enfants, la possibilité de mettre des plannings horaires pour avoir une connexion Internet, des choses qui sont des applis ouvertes d'un planning. Alors ça rejoint un peu ce que Laura Vlemel nous a conseillé de mettre des limites. Alors c'est aussi possible avec ce filtre. Donc voilà, ceux aussi qui veulent être inscrits sur notre liste de diffusion, voilà, pour tout. Alors, pareil aussi, vous pouvez nous envoyer un mail à l'association. Voilà, maintenant, ceux qui veulent aussi participer à l'association et veulent nous aider, au Rabat, on pourra faire aussi au prochain, on peut délivrer des serfins instantanément. Et voilà, merci beaucoup à tous d'être venus et Bézant Tachem.